Ces attaques ne sont pas des faits isolés, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes. Bonsoir et bienvenue dans la chronique de Hiero. Au-delà de la douleur et de la colère, les malheureux événements que nous avons vécus ce 25 avril 2026 chez nous au Mali nous enseignent trois choses fondamentales. La première est que les autorités de la Confédération AES dirigent nos pays au prix de leur vie. Et ce, pour la simple et bonne raison qu'ils ont décidé de mettre les intérêts de leur pays et de leur peuple au-dessus de leurs intérêts, au-dessus de leur propre vie. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Deuxièmement, nous sommes à un tournant décisif, une période charnière de notre existence en tant que peuple libre et souverain. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. Et enfin, troisièmement, nous ne devons jamais négliger ou douter des révélations de nos autorités. Ils ont dit qu'ils vont nous faire tomber, en commençant par le Mali, avant la fin de ce mois de décembre. Eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils vont constater, Inch'Allah, que la Confédération tiendra et elle tiendra éternellement. Parce que la Confédération n'est pas l'affaire d'un individu, n'est pas l'affaire d'un dirigeant. La Confédération, c'est l'affaire de l'ensemble des peuples conscients, résilients, qui se sont mis debout pour dire non, non et non. La volonté de la France d'en finir avec les régimes souverainistes du Sahel ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Ce qui s'est passé au Mali n'est qu'une façon de forcer la porte d'entrée, donnant accès à la cour de la Confédération AES pour ensuite la faire exploser de l'intérieur. Comme hélas, ils ont réussi à le faire à la maison de notre héros confédéral, le général Sadio Kamara. Qu'Allah lui pardonne. Amin. Nous devons nous rappeler que la liberté, la dignité ne se donne pas. Elle s'arrache et nous devons être prêts à en payer le prix. Cependant, les missionnaires terroristes ont lamentablement échoué parce que, malgré les pertes, le Mali est resté debout. L'AES aussi. La décapitation planifiée du régime d'Assimi Goïta et la désorganisation de l'armée qui devait s'en suivre n'ont pu avoir lieu parce que les braves Famas n'ont pas paniqué. Au contraire, ils se sont vite réorganisés pour reprendre le contrôle et pourchasser l'ennemi jusque dans ses derniers retranchements. Cette agression barbare, faut-il le rappeler, intervient moins d'un trimestre après l'attentat en fin janvier contre l'aéroport et la base aérienne 101 de Niamey. Là aussi, les impérialistes avaient planifié de s'aimer le chaos total. Rappelez-vous, dans son entretien sur les médias d'État, 2 semaines après ce lâche attentat, le président de la République, Abdourahmane Tiani, a précisé que cette attaque n'était pas la seule planifiée. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani devait être suivie, si elle avait réussi, de 7 autres attaques qui ont été planifiées toujours par les forces françaises et les services spéciaux français. Dans le même entretien, le général d'armée Abdourahmane Tiani avait aussi pris le soin de prévenir les peuples de la Confédération AES. Du 26 au 28 avril, à travers les services français, les services, quand je dis les services, c'est la DGSE, c'est les forces spéciales, avaient inondé les mercenaires de la rive droite, donc du Gourma, dans la zone Liptako-Gourma, en armement, en moyens financiers et en tout type d'équipement militaire pour nous déstabiliser. Il n'y a pas que le Niger. Le Mali était dans le viseur. Le Burkina Faso était dans le viseur. Ces révélations prennent tout leur sens aujourd'hui que le commun des mortels constate qu'il ne s'agit plus de terrorisme au Sahel, mais bien d'une agression militaire impérialiste déguisée.
Au cours de son entretien bilan le 18 avril 2026, une semaine avant les événements au Mali, le ministre nigérien de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi, avait détaillé la mutation par laquelle nous sommes passés du terrorisme classique à une guerre ouverte. Le terrorisme est tel que nous l'avions connu, nous l'avons vaincu, nous avons fini avec ça. Nous avons affaire, nous sommes rentrés dans la guerre dès l'instant où nous avons proclamé notre souveraineté. Nous sommes entrés dans la guerre qui a plusieurs formes. La forme, c'est que les gens appellent terrorisme, mais en fait, c'est des mercenaires, puisque ceux-là, nous avions fini avec eux. Il faut faire venir des gens d'ailleurs, y compris les sponsors même qui participent par leurs troupes. C'est exactement ce qui est arrivé samedi dernier au Mali. Et tout le monde a pu constater l'hérésie avec laquelle les médias français soutenaient les attaques des terroristes au moment même où elles se déroulaient. Ce chroniqueur, par exemple, tente ouvertement de justifier ces assauts criminels. Ce sont des attaques d'une ampleur sans précédent qui sont menées conjointement par les djihadistes du JNIM et par les indépendantistes Touaregs du Nord qu'on appelle le Front de Libération de l'Azawad. Ce Front de Libération de l'Azawad, concrètement, il avait signé un accord avec le pouvoir malien en 2015, mais quand cette junte a pris le pouvoir par la force quelques années plus tard, eh bien, elle a rompu cet accord et donc, eh bien, le Front de Libération de l'Azawad a décidé de reprendre les armes. C'est tout simplement incroyable. Vous avez entendu, il tente de dire que le régime même est arrivé par la force. Donc, il n'y a aucun mal qu'il soit destitué par la force. Et ce n'est pas fini. Non seulement le fameux journaliste salue l'alliance entre le Front de Libération de l'Azawad, FLA, et le JNIM, mais il explique aussi à l'opinion publique française pourquoi le général Sadio Kamara méritait bien d'être tué. Écoutez bien ces mots. Ils ont décidé désormais eh bien, qu'il fallait unir leurs forces pour s'en prendre militairement parlant avec des opérations conjointes à la junte et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec un certain succès parce qu'ils ont tout de même tué le ministre de la Défense qui était le numéro 2 de cette junte au pouvoir au Mali, qui était aussi l'homme de confiance de Moscou, celui qui tissait les relations avec Moscou, pays où il avait d'ailleurs étudié. C'est lui aussi qui était l'artisan de l'éviction des forces de l'ONU et des forces françaises en 2022 et 2023. Donc c'est aussi quelqu'un qui était extrêmement important pour ce pouvoir. Ensuite, on sème insidieusement le doute dans l'esprit des Maliens et leurs compatriotes de la Confédération AES en disant à demi-mot que le régime de Bamako est à terre. Le chef de ce pouvoir, le général Assimi Goïta, eh bien lui, on ne l'entend pas du tout depuis 48 heures. Alors justement, cette junte malienne, amputée de l'un de ses hommes forts, est-elle en capacité de reprendre le contrôle ? En tout cas, elle est clairement fragilisée. Vous avez tout de même les rebelles, donc les indépendantistes, qui disent avoir le contrôle total de la ville de Kidal, par exemple, d'avoir avancé suffisamment dans d'autres villes, et notamment par exemple à Kati, où ils ont réussi à tuer le ministre de la Défense que j'évoquais. C'est dans l'Isière de Bamako, la capitale, c'est à 15 km à peine. C'est la ville garnison, là où tous les généraux de cette junte habitent. Symboliquement parlant, c'est donc très fort. C'est quand même presque plus important actuellement que Bamako parce que c'est là qu'il y a le réel pouvoir. Vous voyez le jeu de mots. On donne le président Assimi Goïta pour disparu. Et on dit que Kati est sous contrôle tout en prenant soin de préciser que c'est là où se trouve le cœur du pouvoir. On pousse ainsi l'esprit à s'imaginer immédiatement le pire. Ils sont forts ces terreaux journaleux, n'est-ce pas? Dans un autre élément, ce média français parle de bons qualitatifs des terroristes comme pour dire que leurs actions sont de qualité irréprochable. Je n'ai rien inventé. On n'est plus seulement dans des attaques isolées dans le centre ou le nord du Mali. Est-ce qu'on assiste à un saut qualitatif dans la menace contre la junte malienne ? Oui, c'est vraiment un grand saut qualitatif. Et comme si cela ne suffisait pas, écoutez cette déclaration de la journaliste. Justement, ces attaques simultanées, elles laissent supposer forcément une coordination entre ces différents groupes, le FLA d'une part dont vous parlez, et les autres groupes qualifiés de terroristes par la junte. Voyez les éléments de langage. Elle a cité le FLA, que eux, les Français, appellent mouvement rebelle ou indépendantiste, mais en parlant du JNIM et de l'EIGS, des groupes terroristes, elle dit, je cite, qualifiés de terroristes par la junte. C'est-à-dire que eux, les Français, ne les considèrent pas comme des terroristes, alors que c'est bien le dictionnaire français qui a défini le mot terrorisme comme étant, je cite,
des violences, attentats, assassinats, enlèvements, sabotages, etc., menés contre des civils et destinés à frapper l'opinion publique. Fin de citation. Et toute cette gymnastique des journalistes français, c'est pour tenter de donner une certaine crédibilité, voire une innocence à leurs mercenaires terroristes. C'est pourquoi, nulle part, ils ne font allusion à la population malienne, victime pourtant de ces attaques, comme si le régime d'Assimi Goïta vivait tout seul dans le pays. De là, plus personne ne devait s'étonner que le gouvernement français se soit gardé aux premières heures de condamner ces attaques, trahissant du coup la responsabilité de la France dans les événements. Pourquoi la France n'a-t-elle toujours pas condamné les attaques terroristes au Mali? Et il y a eu tout un tas de condamnations de ces attaques terroristes par l'Union africaine, par les États-Unis. Mais à l'heure où on se parle, il est 19h30, 20h heure de Paris, l'attaque a quand même commencé aux premières lueurs de l'aube et il n'y a toujours pas de réaction officielle, de condamnation officielle des autorités françaises. Ça m'a un peu interloqué, alors j'ai fini par poser la question sur le groupe de presse du Quai d'Orsay pour demander si le ministère des Affaires étrangères comptait faire une réaction. Ça fait 4 heures, j'attends toujours, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. Les élections présidentielles en France auront lieu au mois d'avril 2027, dans un an donc, ce qui plonge Emmanuel Macron dans une course contre la montre puisqu'il a juré de détruire les pays de l'AES avant la fin de son mandat. Macron a pris un engagement avant son départ qu'il fera tout pour renverser le régime nigérien qui a osé choisir la voie de l'indépendance, la voie de la souveraineté. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, pendant les attaques au Mali, les apatrides qui communiquent en faveur des terroristes affirmaient haut et fort, je cite, « Aucun des putschistes de l'AES ne sera au pouvoir en fin 2026 ». Fin de citation. Ils tiennent donc cette conviction de leur seigneur Emmanuel Macron, sauf que la Confédération AES vaincra comme le Mali a vaincu ces attaques complexes, coordonnées et simultanées d'une rare ampleur. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. En fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains. À la lumière de tout cela, nul ne doit plus s'étonner, encore moins s'offusquer de la survenance d'événements tels que ceux tragiques et douloureux du 25 avril 2026. Les attaques ne vont pas s'arrêter. Oui. Nous avons la dernière orientation que Emmanuel Macron a donnée. Je la garde pour les services qui travaillent de pied ferme pour y faire face. Nous ne pouvons, même démagogique, dire aux Nigériens qu'il n'y aura pas d'attaque. Je sais ce que je sais. Je sais les ordres que Emmanuel Macron a donnés. Je sais le déploiement qui a été fait. Je sais l'investissement fait. En conclusion, la liberté est un bien si cher que seuls ceux qui sont déterminés à en payer le prix peuvent s'en prévaloir. Désormais, nous n'avons que 2 choix possibles. Vivre libre avec le risque de mourir sous les balles ennemies ou vivre esclave et finir par mourir quand même, mais peut-être sur un lit d'hôpital. La Confédération AES a décidé de vivre libre, peu importe le prix à payer. Et nous y arriverons, Inch'Allah. Merci et à très bientôt.